Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Président du groupe LR au Sénat, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Hier soir, après des jours mouvementés, la réforme des retraites a été adoptée au Sénat avec de l'avance sur le calendrier. Vous vous êtes félicité vous-même du rôle responsable du Palais du Luxembourg. Le gouvernement, quant à lui, a poussé un gros ouf de soulagement. Mais les difficultés et les fractures restent alors qu'une majorité de Français sont opposés à ce projet. Et maintenant, que va-t-il se passer? Pour vous interroger, je suis entourée de Stéphane Dupont des Échos. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et de Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Bruno Retailleau, c'est un sacré coup d'accélérateur hier soir avec de l'avance. Le texte sur la réforme des retraites a donc été adopté. 195 voix contre, 112. Vous vous êtes félicité du rôle du Sénat en lançant enfin, nous y voilà. Voilà où? Au vote parce que la gauche a été au Sénat un peu mauvaise perdante parce qu'elle avait par anticipation bien vu qu'elle perdrait sur un vote. Et donc elle a essayé, elle a tenté des manœuvres d'obstruction pour empêcher le vote. Ce que je veux redire, c'est qu'un Parlement, ce n'est pas un groupe de parole. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif d'un Parlement, c'est sans doute de débattre. Mais le débat est un moyen pour éclairer une délibération, pour éclairer un vote. Et il fallait impérativement que le débat puisse déboucher sur ce vote. C'est ce qui a été fait hier, je m'en félicite, dans des conditions qui n'ont pas été simples, parce que jamais c'était inédit de l'histoire du Sénat. Le recours massif à une telle obstruction sur un texte qui comporte simplement 20 articles. Je veux rappeler plus de 8000 amendements et sous-amendements, des rappels au règlement, en veux-tu, en voilà. Vous accuse d'avoir piétiné le débat, d'avoir escamoté le débat. Il y a même le chef de file des députés, des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, vous a traité de brutaillot. C'est un lapsus, hein, un peu révélateur. Je ne sais pas si c'est un lapsus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la démocratie parlementaire a parlé Mais bien sûr, l'obstruction, écoutez, je vais vous donner un exemple. Nous avons eu 449 demandes de rapport pour rien. Nous avions eu des sous-amendements où, justement, pour la remise d'un rapport au 1er septembre, il y avait 90 sous-amendements qui décalaient la date, le 2 septembre, le 3 septembre, le 4. Est-ce que c'est raisonnable? On a même eu un collègue qui, faisant un rappel au règlement, a insisté et a appuyé sa demande de règlement sur un article qui est prévu en temps de guerre. Franchement, est-ce que tout cela est sérieux? Vraiment. C'est pas sérieux de votre point de vue, Bruno Retailleau, mais c'est prévu par le règlement, c'est de l'obstruction. Mais bien sûr. Donc, est-ce que la gauche, malgré tout sénatoriale, n'a pas eu raison en disant on aurait aimé avoir un temps pour le débat, mais ce débat n'a pas été eu lieu. Mais le débat, plus de 100 heures. Plus de 100 heures. Ça a été un débat qui a été très fourni et je considère que d'ailleurs sur beaucoup de lois, il y a beaucoup moins d'heures de débat. Bien sûr qu'ils ont recouru à des articles du règlement qui sont prévus, mais on ne peut pas, ce que permet le règlement pour eux, ils ne peuvent pas nous le reprocher pour nous lorsqu'on applique l'article 38 et qu'on essaie de rationaliser. Ni vous, ni le gouvernement avec le vote bloqué. Mais bien sûr, ce sont des outils constitutionnels qui permettent de surmonter des cas de figure où justement la démocratie parlementaire est empêchée. Mais alors, pour l'instant, cela dit, le gouvernement pousse un cri de soulagement. Ouf, enfin, nous y sommes. D'ailleurs, je crois que c'est la formule d'Elisabeth Borne qui parle d'une étape décisive. Olivier Dussopt, ça doit vous demander à Olivier Dussopt de dire à Emmanuel Macron, nous votons pour cette réforme, mais nous ne votons pas pour vous. Est-ce que néanmoins, vous n'êtes pas la roue de secours du gouvernement dans les circonstances? Non, parce que cette réforme, elle est née, si j'ose dire, au Sénat, puisque depuis 4 ans, nous votons, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, cette architecture de la réforme. Le report à 64 ans et les 43 annuités, c'est-à-dire l'accélération de la réforme Touraine. Et nous l'avons enrichi considérablement. On y a introduit, puisque le régime par répartition est un régime démographique, nous avions introduit une politique familiale. Par exemple, la surcote pour les mères de famille. Par exemple, pour les professions libérales, les avocats, les majorations de 10% pour les enfants. Par exemple, pour les orphelins handicapés, on va une en parler. pension de réversion. Mais difficile de dire ce matin que vous n'avez pas permis au gouvernement de faire passer sa réforme au Sénat. Et il peut vous dire merci. Pourquoi c'est difficile à accepter? Moi, je suis un parlementaire. Je suis un homme public et j'ai des convictions. Ma boussole, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas Elisabeth Borne, c'est l'intérêt national. Je pense qu'il faut sauver le régime de retraite par répartition, pas seulement parce qu'il y a les retraites de nos aînés et surtout les
retraite de nos enfants qui, si on ne sauve pas ce régime, paieront 2 fois la retraite, la nôtre et la leur. Mais beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. À travers le régime de retraite par répartition, c'est un lien entre les générations qu'il faut préserver. Et croyez-moi, la France est suffisamment morcelée, fragmentée, archipélisée pour que ce lien qui dit que nous ne sommes pas simplement la juxtaposition d'individus, mais que nous sommes un peuple, Pour vous comprendre. une nation, Ce matin, c'est vous dites fondamental. vote de responsabilité et Je vote dis de cohérence pour la droite. Vote Qu'on de soit cohérence. clair. Écoutez, on n'est pas des girouettes. Vous voulez que je sois une girouette? Je ne le serai pour rien, jamais. je vous pose La la droite question. qui a toujours... Mais pour les- La pour les- droite... pour les- Laissez-moi parler, s'il vous plaît. La droite qui a toujours plaidé pour le report, même pas à 64 ans, à 65 ans. De quoi aurions-nous l'air si on s'opposait à cette réforme, alors que nos convictions nous portaient justement à la soutenir? Moi, je pense que si la droite est aussi faible aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait par le passé des têtes à queue, des reniements, des renoncements. Je pense qu'une ligne politique, c'est la clarté, c'est la constance. Et pour les Français qui nous regardent, sur les retraites, sur beaucoup de sujets, Renaissance, Emmanuel Macron et la droite, c'est la même chose. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, non? Écoutez, je viens de vous expliquer que moi, ce qui m'importe, c'est l'intérêt national. Le reste, je m'en fiche. Le reste, je m'en fiche. Quelle solution vous avez pour sauver un régime qui, dans les 10 prochaines années, va faire 150 milliards de déficit? Quelle solution vous avez alors qu'on parle du choc climatique? Mais un des grands chocs climatiques, chocs que nous allons affronter, c'est le choc démographique. Le nombre de retraités... Climatique aussi. Le nombre, bien sûr, mais le choc démographique est fondamental. On n'a jamais eu l'an dernier aussi peu de naissances. Le nombre de retraités va être multiplié par On vous entend, 4. mais enfin, on va en parler. Vous nous direz si cette réforme, qui a été parfois quand même vidée de sa substance, répond à cet objectif-là. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer dans le meilleur des scénarios pour l'exécutif? Si députés et sénateurs parviennent à un accord au sein de c'est la commission mixte paritaire, eh bien, ça va aller à l'Assemblée puis au Sénat. Est-ce que vous êtes confiant ce matin sur un consensus qui pourrait se dégager de cette commission? Oui, je suis confiant. Simplement, je dis à la majorité présidentielle comme au gouvernement que le Sénat ne laissera pas piétiner ses acquis. Nous avons enrichi sur plusieurs points. Je citais la politique familiale, c'était la ligne rouge, mais nous l'avons enrichi sur la fraude. On ne peut pas demander des efforts aux Français si on n'est pas plus sévère sur la Alors, fraude. quelles sont vos lignes rouges sur lesquelles vous dites non, on n'ira pas au consensus dans cette commission mixte La paritaire? politique familiale, c'est la première, Bien. parce que c'est un régime par répartition, donc démographique. Ensuite, la fraude. On a introduit, par exemple, le fait que pour des certificats de vie, la biométrie. C'est pas normal qu'en France, on paye des retraites à des gens qui sont décédés à l'étranger. Pareil pour la durée de résidence, pour le versement du minimum vieillesse. Pour les seniors, le grand enjeu de cette réforme, c'est faire en sorte que les seniors qui sont au chômage, en général à 58 ou 59 ans, puissent trouver de l'emploi. On a des dispositifs là-dessus. Ça, ce sont des lignes qui sont importantes et on ne les laissera pas piétiner par le gouvernement, c'est tout. Mathieu Bocoté. Alors, une majorité est possible, une majorité n'est pas certaine. Si pour adopter le projet de loi, il fallait se diriger vers le 49.3, vous envisagez cette possibilité? Et si tel est le cas, est-ce qu'elle est légitime pour vous? Alors, ce n'est pas à moi de l'envisager puisque cet outil-là est dans les mains du gouvernement. Mais ce serait légitime pour vous? Je pense que oui. Je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir recours au 49.3, mais le 49.3 fait... Moi, je suis gaulliste, voilà, la Ve République, ça me parle. L'usage du 49.3, il y en a eu une centaine, 99 exactement depuis 1958. Je pense qu'il faut que le gouvernement fasse tout pour ne pas l'utiliser, mais si au bout du compte, il y a un souci, il devra l'utiliser. Vous êtes gaulliste, je reprends votre formule. Dans le gaullisme, il y a une autre manière de trancher les questions. Le référendum. Le référendum, Laurent Berger, après Jordan Bardella, appelle au référendum sur la question des retraites. Est-ce que pour vous, devant le conflit social réel qui est ouvert, est-ce que le référendum n'est pas une option légitime pour trancher cela? Non, parce qu'il aurait fallu faire il aurait fallu recours au référendum avant même d'engager la partie parlementaire. Je pense par ailleurs que c'est une réforme qui est tellement compliquée que ça ne peut pas se traiter par un oui ou par un non. Faisons les choses et par ordre. enfin, Oui. je pense, et je préfère, moi, des recours au référendum. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure d'immigration. Je pense que
il faut le référendum pour appuyer la souveraineté, notamment populaire. Il faut réserver. C'est pas une petite le question référendum. aussi, les retraites. Un référendum aurait été aussi peut-être tout à Je fait ne le légitime. pense pas sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui demande d'ajuster énormément de curseurs et il faut, vous voyez, que le Parlement puisse l'enrichir. Quand vous avez un référendum, c'est blanc et c'est noir. Surtout, il y a C'est 80% c'est des oui Français qui sont ou contre c'est la non. réforme. C'est oui ou c'est non. Sans doute. Mais je pense que cette réforme, même si on demande aux Français des efforts, il faut la faire. Vous savez, je me souviens du 12 octobre 2010, c'était la réforme François Fillon, Wörth, Sarkozy. Il y avait eu 3 millions de personnes dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme est contestée ? Non. Est-ce que la gauche l'a abrogée quand elle est arrivée au pouvoir? Non. Elle en a même fait plus. Elle a fait la réforme Touraine. Oui, il y a un problème. Monsieur il est Retailleau, aujourd'hui, incontournable. nous sommes dans une France qui a pas mal de fractures. Nous sommes dans un contexte inflationniste qui est particulier, très prégnant. C'est peut-être une différence avec l'époque dont vous parlez. Je m'arrête encore sur le 49.3. Dans le journal du dimanche, Laurent Berger, leader de la CFDT, dit quand même: un 49.3 me paraît incroyable et dangereux. C'est un message, regardez ce qui est écrit, dangereux pour la démocratie. Dans un contexte aussi inflammable, est-ce qu'il a tort ? Non, mais je l'ai lu et je lui donne pour partie raison, puisqu'un 49.3, c'est une procédure qui est brutale et c'est une procédure qui ajoutera de la tension. Mais la démocratie, je suis désolé, la démocratie, c'est la Constitution, c'est l'application de la Constitution. Et je dis à M. Berger... Mais la politique, c'est tenir compte de l'état d'un pays et d'une opinion. Et je dis à M. Berger que la démocratie, c'est pas le pouvoir de la rue. C'est-à-dire ? Que la démocratie, c'est le Parlement. Et c'est pas à la rue de dicter, ni aux syndicats de dicter. Parce qu'il y a un choc des légitimités aujourd'hui. Vous l'entendez, cette petite musique selon laquelle, eh bien, puisqu'une partie des Français, une grande majorité, est contre ce projet, eh bien, il pourrait y avoir une légitimité plus importante de la rue, comme on dit, que la légitimité parlementaire. La légitimité, c'est la grande question de nos crises démocratiques occidentales, c'est clair. Mais je pense que, très franchement, le référendum sur ce sujet-là, ça n'est pas la bonne voie parce que vous ne parvenez pas à enrichir. Vous voyez, s'il y avait eu référendum, tout ce que je vous dis sur les mères de famille, sur les enfants handicapés, orphelins, etc., dans un référendum, vous ne pouvez pas l'ajouter. Bien, on va continuer à en parler. On va marquer une courte pause parce qu'on a entendu vos lignes rouges, vos garde-fous par rapport au texte qui pourrait sortir de la CMP, de la commission mixte parlementaire. Et après, à l'Assemblée nationale, même si vous êtes sénateur, je vous pose la question, vous parlez d'un vote de cohérence. Mais certains députés LR ne vont pas être dans le compte. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette cohérence de ces parlementaires LR qui ne vont pas suivre ? En tout cas, ça pose la question au gouvernement. On parlait il y a quelques instants du 49.3. J'avais utilisé la métaphore, ce sera ou bien la roulette russe, ou bien la grosse Bertha. La grosse Bertha, 49.3, la roulette russe, parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire combien il y aura de voix favorables. Et si la majorité est atteinte, ça sera jeudi après-midi, le Sénat votera dès le matin. Moi, j'appelle à la constance. Je pense que les députés, je sais que c'est difficile, hein, c'est quand on est dans l'opposition, qu'il faut endosser en plus une réforme, qui est une réforme où on demande des efforts, qui donc n'est pas populaire, c'est compliqué. Simplement, moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper. À ceux qui veulent mettre en avant cet argument que la droite reviendra au pouvoir que si elle est populaire, etc. Je pense que si la droite a perdu le peuple, vous voyez, c'est parce qu'elle a non pas augmenté de 2 ans ou repoussé de 2 ans en 2010, par exemple, l'âge de recul, c'est qu'elle a abandonné des convictions. Bon entendeur, monsieur Aurélien Pradier, c'est ce que vous dites. Et ce matin, là, dans le JDD, Éric Ciotti lui dit qu'il la votera, mais la question, c'est tient-il ses troupes ? Éric fait le maximum, mais Olivier Marleix, il faut vraiment le maximum. Mais ça me paraît assez compliqué, puisqu'il y a des questions de circonscription, il y a une tension dans un certain nombre de départements. Et en fait, ces députés qui peuvent être réticents, qui peuvent voter contre, qui peuvent simplement ne pas voter du tout ou s'abstenir, sont le reflet de ces craintes de leur population. Même chez vous au Sénat, c'est compliqué. Hier soir, il y a 6 sénateurs LR qui ont voté contre. Sur 146. Oui, 18 se sont abstenus. On les compte quand même. Hein. Vous tenez pas vos troupes. Oui, écoutez, je souhaite que tous les présidents de groupe aient ce genre de résultats sur une réforme aussi compliquée. Sachant que le Sénat, chaque année, vote cette réforme. Les 64 ans... Exactement, c'est la raison pour laquelle... l'ont voté et hier soir, ils ne votent pas. Vous savez, d'abord, j'ai toujours une douzaine de défections sur n'importe quel texte pratiquement. Donc, c'est pas 6 voix contre et des abstentions qui changent quoi que ce soit. Je pense que c'est encore une fois une réforme difficile. Moi, je vais vous dire, je suis fier parce que mon groupe
groupe a tenu et on a siégé. Et quand on siège la nuit, c'est pas comme à l'Assemblée nationale jusqu'à minuit, hein, c'est du 3 ou 4 heures du matin et successivement. Et ils ont été là, ils ont été patients parce qu'il a fallu parfois se taire, parce que la gauche voulait évidemment nous provoquer, voulait qu'on prenne la parole et qu'on puisse encalaminer le débat et qu'on soit en incapacité de voter le texte. Bon, voilà, je pense qu'à l'Assemblée nationale, ce que je dis moi en tout cas aux députés comme aux sénateurs d'ailleurs, mais à la droite, je crois que la politique c'est une ligne claire. Et si on veut que les Français on soit à nouveau lisible et audible, eh bien, il faut respecter un certain nombre d'éléments de constance. Il faut être conséquent par rapport à nos convictions. La politique, vous dites, c'est la clarté, c'est aussi un chemin de crête pour Elisabeth Borne. Là, on entend par vos propres hésitations hein, sur qui votera cette réforme que rien n'est joué, que la Première ministre joue gros quant à elle. Oui, moi je pense quand même que ça n'est pas inatteignable. La majorité à l'Assemblée. Il faut entre 35 et 40 voix du groupe LR. Mais est-ce qu'il faut prendre ce risque et y aller sans 49.3 ? C'est pour ça que je parlais de roulette russe, effectivement. Et je suis heureux de ne pas être Première ministre, vous voyez, parce qu'elle aura une décision difficile à prendre jeudi. Mais permettez d'insister sur l'image de la roulette russe. Ça fait 2 fois que vous utilisez cette image. Est-ce que vous envisagez un scénario où la réforme serait tout simplement battue, où elle échouerait? Non. Alors, si, dans le cas, par exemple, d'un mauvais calcul, alors là, ça serait dramatique. Ça serait dramatique. Dramatique, évidemment, pour Emmanuel Macron et pour la Première ministre. Mais c'est pour moi pas un drame indépassable. Ce qui serait dramatique, c'est pour le pays. Encore une fois, quelles sont les autres solutions? Quelles sont les autres solutions? Il y a la capitalisation, mais j'entends que c'est une idée que nous portons, la droite, pour partie. Mais moi, j'ai jamais voulu, par exemple, que la capitalisation remplace le régime par répartition. Ça doit être quelque chose... Vous voulez une dose de capitalisation. Exactement. J'avais même utilisé cette image d'une fusée, une autre métaphore, vous voyez, à 3 étages. Le premier étage, c'est là, justement, le régime intergénérationnel, la répartition. Le second, c'est la retraite complémentaire, où on cotise sur des points. Et l'autre étage, ce serait justement l'étage de la capitalisation. Peut-être la réforme à venir, parce que vous êtes d'accord, parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas la dernière, celle-ci. Et évidemment, d'autant plus que moi j'ai des doutes sur l'atteinte de l'équilibre en 2030. On va en parler, mais tout d'abord, il faut parler de ce qui se passe aussi dans la rue, même si la contestation faiblit. Laurent Berger, toujours lui, dit dans le journal du dimanche ce matin, Bruno Retailleau, que 284 000 gilets jaunes, pour ces 284 000 gilets jaunes, Emmanuel Macron a lâché 13 milliards parce qu'il y a eu des violences. Et nous sommes, dit-il, selon la police, 1,5 million dans la rue, dignes et sans violence, et personne ne daigne nous recevoir. Le président envoie un message dangereux pour la démocratie. Cette dichotomie aussi, vous la voyez, vous la soulignez vous-même? Cette asymétrie, je la souligne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais déposé un amendement pour mettre fin beaucoup plus vite que la clause grand-père aux régimes spéciaux. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a rien fait sur les régimes spéciaux? Certes, il va les éteindre, mais seulement pour ceux qui vont rentrer dans l'avenir à partir du 1er septembre. Mais finalement, ceux qui bloquent la France aujourd'hui, au niveau de l'électricité, du gaz, des transports, sont ceux qui n'auront aucune conséquence de cette réforme. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas énerver M. Martinez. M. Martinez, il est de toute façon toujours énervé. Et c'est un manque de courage. Donc on voit bien, là encore, que dans le rapport de force, il y a le 2 poids, 2 mesures que souligne dans le JDD ce matin. Sur les régimes spéciaux, vous avez retiré hier votre amendement sur les régimes spéciaux. Bah donc vous aussi, vous faites plaisir à M. Martinez. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas retiré. Je ne l'ai pas retiré pour le retirer. Simplement, dans le paquet du 44.3, du vote unique du gouvernement, le gouvernement a exclu cet amendement. Donc, il aurait simplement fallu que j'ai 2 minutes pour le soutenir, et la gauche avait accroché 250 sous-amendements. On en prenait pour 5 heures. Pouvais-je prendre le risque que le texte ne soit pas voté, alors que je savais parfaitement que cet amendement, le gouvernement n'en voulait pas, et que dans la procédure du vote bloqué, on ne pouvait plus le faire passer, on ne pouvait plus le voter au Sénat. Donc c'est encore une fois une attitude de responsabilité qui aurait servi la gauche. Bruno Retailleau, pour le grand public, et d'ailleurs pour nous-mêmes, ça devient compliqué, parce qu'il y a un message politique qui est que vous avez retiré l'amendement et que donc c'est un recul, et là vous dites non, c'est pour des questions... C'est très simple. Non, mais c'est très simple. Pas tant que ça, à partir du moment où le gouvernement a déclaré l'application de ce qu'on appelle le vote bloqué, mais qui est le vote unique, le gouvernement retient dans un filet, dans un paquet, les amendements qu'il choisit ou qu'il refuse. Et cet amendement,
il l'a mis à part, il l'a exclu, donc il ne pouvait plus être voté. Donc vous avez été si je l'avais gardé, de battre en retraite, si je l'avais gardé, alors là, je n'ai pas pas battu en retraite. Simplement, si je l'avais gardé, la certitude qu'il ne puisse plus être voté, et 2, la certitude qu'on en prenne pour 5 heures de débat en plus, puisque la gauche avait accroché à mon amendement 250 sous-amendements. C'est un esprit de responsabilité qui a guidé mon choix. Mais j'y reviendrai On a évoqué à quelques reprises le nom de M. Martinez, qui a fait une promesse par ailleurs à la classe politique. Il dit, même si la réforme est adoptée, la contestation durera. C'est une contestation qui s'inscrit dans la durée. Est-ce que vous craignez cette contestation dans la durée et le risque de radicalisation qui pourrait l'accompagner? Bien sûr. Il y a une forme, là encore, d'asymétrie. C'est-à-dire qu'on voit bien que la mobilisation diminue et le risque de radicalisation augmente. Simplement, je veux dénoncer aujourd'hui les coupures de courant. Gérard Larcher, d'ailleurs, a subi cette coupure de courant. C'est en sa permanence. Et dans le quartier, il y avait une clinique, je crois, et le courant a été coupé. C'est lamentable. Quand je vois, par exemple, que la CGT Énergie a été capable de réduire de 5000 mégawatts l'équivalent, vous vous rendez compte, de 5 réacteurs nucléaires, la production d'électricité. Ce qui a fait qu'il y a 8 ou 10 jours, on a eu besoin d'importer en France, à cause de cela, autant qu'on a importé en décembre, dans une semaine, la plus froide de l'électricité. Vous dénoncez ces actes, mais est-ce que le pays est bloqué comme le slogan a été décidé? Non seulement je les dénonce, mais j'aimerais que le gouvernement reprenne la proposition de loi que j'ai fait voter en 2019 au Sénat sur vraiment un vrai service minimum. Voilà. C'est-à-dire... Ça, c'est le serpent de mer. Vous y croyez vraiment quand bien sûr. Vous dites, parce qu'à chaque fois, on dit aux Français le service minimum, et à chaque fois, on voit pas Mais c'est assez simple. L'Italie le fait pour les vacances. Oui. Moi, je propose de le faire pour le travail. C'est-à-dire dans les 5 jours ouvrés, mon idée c'est qu'on concentre 2 heures le matin, heures de pointe, et 2 heures l'après-midi, un tiers du trafic quotidien. Voilà. Et on donne le pouvoir aux entreprises publiques de réquisitionner le personnel. Voilà. Tant qu'on n'aura pas cela, on s'expose avoir l'oreille du gouvernement sur ce sujet, parce que maintenant, peut-être qu'ils doivent peut-être quelque chose en ce moment. Je me souviens, j'en avais tellement marre des Black Blocs et des manifestations, parce que je suis attaché au droit de manifestation à condition qu'il soit pacifique, que j'avais déposé un texte sur les Black Blocs. Le gouvernement m'avait dit c'est pas constitutionnel, jamais on fera ça. Un jour, je suis devant la télé au journal de 20h et j'entends Édouard Philippe dire on va reprendre la proposition sur les Black Blocs. Depuis, j'observe d'ailleurs qu'il peut y avoir ce risque, mais il a été considérablement réduit. Alors, il a été considérablement réduit. Est-ce que c'est le cas, justement, de la réforme des retraites? Là, on va aller dans le fond pour expliquer ce qu'il y a encore, justement, dans ce texte et quelles économies. Est-ce qu'il respecte encore cet objectif de faire des économies, ce texte? À tout de suite. Et surtout notre invité, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, tandis que le gouvernement est peut-être résigné pour l'utilisation du 49.3. La question qui se pose, ce sont les fractures, évidemment, dans notre pays. Mathieu Bock-Côté. Oui, la France est une société fracturée depuis un certain nombre d'années, disons cela ainsi, tendue, toujours peut-être au seuil d'une crise. Est-ce qu'au terme d'un vote 49.3 ou non, autour du projet des retraites, avec un tel clivage dans l'opinion, une telle opposition dans la population, est-ce que la France ne va pas sortir de ce débat plus clivée, plus fracturée, plus brisée, plus fragmentée qu'elle ne l'était déjà? C'est le grand risque. C'est le grand risque. Mais malheureusement, il ne faut pas cette réforme des retraites pour constater que la France est clivée, archipélisée, morcelée. C'est le problème majeur, je considère, de notre vie politique actuelle. Et la crise démographique s'alimente, on l'a bien vu, de ces fractures-là. Jamais, d'ailleurs, le vote aux dernières élections présidentielles n'a dépendu autant du niveau de formation, du territoire où vous habitez, de votre revenu, y compris d'ailleurs de votre religion. Donc on voit bien qu'il y a un reflet de ces fractures sur la vie politique française. Moi, je pense que les racines, justement, de notre désarroi, c'est pas seulement le prix de l'énergie ou le prix de l'alimentation. Ces racines-là, elles sont aussi des racines qui tiennent à notre état d'esprit. Je pense que les Français ne croient plus en eux-mêmes, ils ne croient plus en la France. Et je crois que la politique ne doit pas être seulement matérialiste, qu'elle doit porter un certain nombre de valeurs, et notamment pour que les Français puissent retrouver une foi dans leur pays. Oui, mais il y a les urgences. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que je dis à mes compatriotes, si beaucoup doutent encore de cette réforme, je leur dis qu'en 2030, lorsqu'elle va s'appliquer, la France sera, en Europe, de tous les pays européens, le pays où on partira le plus tôt en retraite, où nous aurons le meilleur régime de pénibilité, où nous aurons le meilleur régime pour les carrières longues. Qu'est-ce qu'on veut ?
Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on doit se réfugier derrière le mensonge, une fois de plus, ne pas dire la vérité aux Français? Moi, je pense que la droite, et notamment la politique, doit assumer un discours de vérité. Pour essayer de réduire un peu ces fractures et d'apaiser un peu les choses, est-ce que vous pensez que le président Macron aurait dû recevoir les syndicats comme ils l'ont demandé? Parce qu'il considère que c'est une forme de mépris. Écoutez, d'abord, je n'ai pas dicté sa conduite à Emmanuel Macron. Non, mais pour le bien du pays, justement, dans un état de tension sociale. Écoutez, pour le bien. On ne dit pas qu'une parole présidentielle va tout régler, mais est-ce qu'il faut quand même, à un moment, que celui qui l'a imaginé Qu'est-ce que entre cela en scène? arrangerait? D'abord, est-ce que M. Martinez irait à ce rendez-vous? J'ai cru comprendre que pas forcément. Là, l'intersyndicale le demande. En tout cas, les choses sont très claires. Les syndicats arriveraient à l'Élysée. Voilà, on les verrait, les images de la télévision à l'appui. Ils rentreraient dans le palais, ils verraient Emmanuel Macron, ils demanderaient à Emmanuel Macron de retirer la réforme. Il ressortirait avec une déclaration, c'est terrible. Vous nous décrivez un théâtre, c'est ça? Un coup de... Mais non, mais c'est une telle évidence. Qu'est-ce que vous voulez qu'Emmanuel Macron, du coup, se laisse aller dans ce petit jeu-là? Les choses doivent être claires. Mais qu'en est-il du dialogue social? Il a choisi. Monsieur Retailleau, quand même. Mais le dialogue social, c'est pas ça. Le dialogue social, c'est pas dire c'est tout ou rien. Je veux que vous retiriez la réforme. Il y a un processus législatif qui est engagé. Qu'est-ce que vous voulez que le président de la République aujourd'hui contredise ce processus législatif? Il a choisi de se mettre à l'écart parce qu'on est sous la Ve République et que le Premier ministre, la Première ministre en l'occurrence, doit servir de fusible. On est dans un fonctionnement plutôt normal de nos institutions. Lorsqu'on écoute les membres de la majorité, ils nous disent les Français, au moment de la présidentielle, savaient quel était le choix. Ils ont voté consciemment pour un parti, donc pour un candidat et ensuite pour un parti qui portait cette réforme. Est-ce que de votre point de vue, au moment de la présidentielle et des législatives, le mandat était clairement donné d'aller sur cette réforme? La seule chose un peu précise qu'il a proférée pendant la campagne, ça a été les 65 ans. Ceci dit, moi j'estime que cette campagne était sabotée. Alors certes, il y a eu l'Ukraine, mais c'est le problème d'Emmanuel Macron. L'affaiblissement d'Emmanuel Macron procède en réalité de deux choses. La première, évidemment, l'affaiblissement institutionnel, puisqu'on sait qu'il ne peut pas se représenter. Ça, c'est la première fois qu'un président de la République est limité par ses 2 mandats. Mais surtout, il procède, son affaiblissement, de son propre comportement. Il n'a pas fait campagne. Donc, une élection sans campagne, c'est un élu sans mandat. Il n'a peut-être pas eu besoin. Face à des... Bah oui, mais il y a... Peu importe. Le match se joue avec ses adversaires, on va pas le refaire. Il a tout fait. Non, bien sûr. Alors, la faiblesse des adversaires, de la droite, je vous le concède, Sonia Mabrouk, je vous le confesse même, peut-être, ce matin. C'est une telle évidence. Mais ce que je signifie, ce que je veux dire, c'est qu'il a créé les propres conditions de son affaiblissement. Bien. On va aller sur le fond du texte, c'est aussi, je pense, le plus important pour nos auditeurs et téléspectateurs. Vous l'avez rappelé, Bruno Retailleau, les Républicains ont introduit de nombreuses mesures, des mesures sociales, alourdissant la facture, ce qui est quand même très loin de votre discours d'attachement à la rigueur budgétaire. Là, on tombe de la chaise. C'est faux, Sonia Mabrouk. C'est faux, et je vous le démontre. Prouvez-le nous. Nous avons été les seuls au Sénat à mettre en face de dépenses qu'on jugeait fondamentales. Les mères de famille, par exemple, les récompenser d'avoir eu des enfants dans un régime par répartition, c'est structurel. Je veux dire que s'il n'y a pas ces 300 millions, oui d'accord, mais ça tient. Oui d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est pas légitime. Attention. Hein. La démographie, ça tient l'ensemble du régime par répartition. Voilà. Si vous avez une autre solution, vous me le direz. Mais surtout, on a prévu des économies. Quelles économies on a prévues? La fraude, par exemple. Je vous parlais tout à l'heure des conditions de résidence, la biométrie, etc. C'est 100 à 150 millions. Les régimes spéciaux que le gouvernement a écartés, c'était 2 à 3 milliards. C'était 2 à 3 milliards. Qui a rajouté puisque les marges de manœuvre dégagées par la réforme, initialement, c'est 17,7 milliards. Les 6 milliards d'accompagnement, de mesures d'accompagnement, ce n'est pas le Sénat. C'est le gouvernement. Seul le Sénat a mis sur la... Mais vous l'avez voté aujourd'hui. Seul le Sénat. Vous avez voté une réforme avec des économies qui fondent comme neige au soleil. Et avec là encore, des mesures antifraude. Parce que les mesures antifraude, c'est des économies, et c'est dire aux Français, parce que c'est le problème aussi des Français. Ils ont le sentiment d'une double peine. C'est pour ça qu'il y a une question d'acceptabilité des réformes en France. On leur demande des efforts, mais... ils se disent, c'est toujours les mêmes. Nous, on nous demande des efforts, mais les autres, ils trichent, ils fraudent. C'est pour ça aussi qu'on a fait cela. Sur le texte, là, sur les carrières longues, voté par les députés LR, c'est 800 millions. Non, c'est faux. Attendez. Les CDI seniors, c'est encore 800 millions. LR, vous en avez pour près de 2 milliards. Attendez, vous représentez
vous représentez un journal économique. Bon, alors faisons de l'économie. Gouvernement, on a proposé, nous, un CDI senior. C'est quoi le CDI senior? C'est l'exonération à partir de 60 ans, et on embauche très peu à partir de 60 ans en France, de gens qui sont en seniors, donc, et qui sont au chômage. Le gouvernement nous dit ça coûte 800 millions d'euros. Très bien. Sauf que par tranche de 100 000 seniors remis du chômage à l'activité, ça vous fait 1 milliard dans les caisses de l'État. Donc vous voyez bien qu'au contraire, ce ne sont pas des dépenses. Donc, non, mais attendez, quand on est sérieux, on ne présente pas, quand on présente des dépenses et des économies, des recettes. La partie des recettes est supérieure. Le texte, en tous les cas, tel qu'il sort du Sénat, c'est un texte équilibré qui sanctuarise les économies. Et on a, sur les carrières longues, autant on a voté la borne d'âge à 21 ans, autant on n'a pas voulu aller sur les 43 annuités pour tous. Par là, ça coûtait très cher, ça coûtait l'équivalent en fait de la mesure pour les mères de famille. Donc on a fait des arbitrages. Donc vous voyez bien qu'on a étudié le texte en responsabilité. En responsabilité, mais avec un manque de clarté, parce qu'on va souligner de nouveau, vous avez fait référence à lui sans citer son nom, c'est le député Aurélien Pradié. Il y a des fractures. Est-ce que ce texte doit vous amener vous-même à une clarification idéologique, droite populaire, droite sur la rigueur budgétaire? Enfin, on ne sait plus où vous habitez. C'est que vous le saviez. Hein. Mais vous avez raison. Je plaide, moi, pour une refondation de la droite depuis des années et des années. Simplement, ce que je veux dire, c'est que si l'avenir de la droite, c'est une droite dépensière, c'est une droite où on culpabilise parce qu'on fait des économies. Ce que je veux dire, d'abord, c'est que certains se moquent d'une réforme comptable. Se moquer des chiffres, se moquer des déficits, c'est se moquer des Français. Parce que derrière les déficits, il y a l'argent des Français. Derrière l'argent des Français, il y a le fruit de leur travail, il y a la peine des Français. Et j'observe en Europe que tous les pays qui tiennent leurs finances publiques, qui tiennent bien précisément leurs déficits, sont les pays qui ont le taux de chômage et le taux de pauvreté les plus faibles. Donc une droite, en clair, une droite qui se voudrait populaire et qui voudrait toujours dépenser plus et travailler moins, n'a aucune chance. Je vais vous dire, pour ça, on a Mélenchon. Il n'y a pas besoin de réinventer. Et on a Le Pen. Et on a aussi Le Pen. On a les deux partis démagogiques, si j'ose dire, qui existent à l'Assemblée nationale. Et si nous, on veut les concurrencer sur la démagogie, mais alors, on est des enfants de cœur. Sur ce registre-là, on sera les grands perdants, évidemment. Alors, nous recevions la semaine dernière ici Aurore Berger, qui nous a dit néanmoins, la droite nous a dépassés sur notre gauche dans les circonstances. C'est-à-dire que finalement, la droite n'était plus dans cette querelle, dans ce débat, la gardienne de la rigueur budgétaire, mais plutôt celle qui poussait toujours à la dépense, Est-ce que vous faites aussi ce constat par rapport au parti je le fais. J'ai prononcé, je ne sais plus quand, il y a quelques semaines, cette phrase. La droite, c'est pas seulement être un peu moins à gauche que la gauche. Et vous, qui êtes un lettré, Mathieu Bocoté, vous connaissez Mark Twain, que j'aime bien aussi, et qui avait eu cette phrase au moment où la gauche inventait des idées. Il avait dit les gens de gauche inventent des idées, et quand elles sont usées, ce sont les gens de droite qui les reprennent. Tombons pas dans ce panneau. Il y avait Druon aussi, je me souviens, qui avait dit c'est simple, en France, il y a deux partis de gauche, dont l'un, par convention, s'appelle la droite. Mais alors, arrêtons de tomber dans le panneau. Ça fait 30 ans qu'on y tombe dans le panneau. Mais justement, donc si on se gauchise, je vais vous dire, il n'y a pas de raison que les électeurs de droite votent pour nous. Ça, c'est clair. À vous entendre, vous, Bruno Retailleau, vous ne risquez pas de vous gauchiser, mais est-ce que vous risquez de vous trop droitiser? On va vous faire réagir dans quelques instants. On va marquer une pause à l'interview de Marion Maréchal dans le Point. Et puis, on parlera des sujets à venir. Et là, c'est encore plus sensible, peut-être, puisque c'est le projet de loi immigration qui arrive au Sénat. À tout de suite. Et notre invité Bruno Retailleau, ce dimanche, il est le patron des sénateurs LR. D'ailleurs, nous avons des sénateurs, vous êtes venus en renfort, si je puis dire. On peut saluer notamment François-Noël Buffet, sénateur du Rhône et président de la commission des lois. Alors, dans une interview accordée au magazine Le Point, Bruno Retailleau, Marion Maréchal, vice-président de Reconquête, affirme vouloir, je cite, ce sont ses mots, grand remplacer la droite. En gros, la droite de compromission par la droite de conviction. Vous avez compris qui était la droite de conviction pour elle et la droite de compromission, ce serait vous. Que lui répondez-vous? Le match au présidentiel a eu lieu sur cette partie de l'échiquier, de la droite, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen qui a accordé son attention au quotidien, aux fins de mois, à la vie chère, à l'inflation, au pouvoir d'achat, et Éric Zemmour qui était sur les lignes de crête civilisationnelles. De ce côté-là, c'est Marine Le Pen qui a, si j'ose dire, gagné.
Moi, je suis d'accord sur une partie du constat. Je pense qu'il faut lutter contre les démolisseurs, contre les déconstructeurs. Et je pense que la politique doit prendre en charge un projet civilisationnel. Mais je pense que Éric Zemmour ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire parce que vous voyez, la politique, c'est à la fois tendre vers un idéal, avoir des convictions, je pense qu'il en a, je pense qu'il a un idéal, et le confronter au réel, comme disait Charles de Gaulle. Et le réel, ça cogne, comme disait quelqu'un d'autre souvent. Et moi, vous voyez, j'ai souvent pointé le relativisme qui parfois tourne au cynisme d'Emmanuel Macron. Mais autant je pense que le systématisme d'Éric Zemmour, ces espèces d'analyses un peu éthérées, lui ont fait faire des fautes parce que ça oublie la complexité des situations politiques. Sur beaucoup de sujets, regardez par exemple sur l'Ukraine, les réfugiés, ça devenait des immigrés. Regardez sur la natalité, il fallait donner 10 000 € pour les enfants nés en milieu rural, comme si une mère de famille en ville n'a pas autant de difficultés. Vous voyez, c'est à chaque fois une grille d'analyse qui est trop idéologique et je ne crois pas justement que ce fait-là puisse lui permettre de faire autre chose que d'être aux marges des 5%. Mais revenons sur l'entretien de Marion Maréchal. Elle propose une cartographie de la vie politique, du débat politique aujourd'hui, en disant que d'un côté, il y a la droite civilisationnelle et de l'autre côté, la gauche déconstructrice. Sur le fond des choses, vous partagez un constat qui Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'on a affaire aujourd'hui à une entreprise de démolition de notre civilisation. Le wokisme, par exemple. Et on a eu encore une fois un certain nombre d'exemples pendant le débat sur les retraites, de Sandrine Rousseau, lorsque justement on voulait réintroduire la politique familiale nataliste. Elle a vu cette malheureuse expression lâcher nos utérus, mais en réalité fait du wokisme. Elle ne défend pas la cause des femmes. Défendre la cause des femmes, c'est aussi permettre aux femmes d'avoir la liberté, d'avoir les enfants qu'elles souhaitent avoir dans les conditions qui soient les meilleures possibles pour articuler une vie familiale et une vie professionnelle. Dans le débat politique qui vient en France, diriez-vous que vous vous sentez néanmoins plus proche, par exemple, aujourd'hui, sur le plan du diagnostic d'une Marion Maréchal que de Jean-Luc Mélenchon. Que Emmanuel Macron? En tout cas, moi, je pense que la question civilisationnelle, je l'ai portée pendant les 3 mois où j'ai fait campagne sur LR. J'ai dit à mes amis, ce que nous sommes, nous, la droite, on ne doit pas être uniquement matérialiste. C'est-à-dire que la question des fins de mois, la question du travail, cette question de la dépense publique, la question de la réforme de l'État, bien sûr, on doit le porter. Mais on doit porter concurremment aussi et parallèlement des questions existentielles. Parce que tous les peuples de l'Occident aujourd'hui sont travaillés par ces questions existentielles, notamment en lien avec l'islamisme, en lien aussi avec cette immigration massive. Et ce sont les classes, c'est là que je m'adresse à ceux qui se réclament de la droite populaire, c'est que les classes populaires, ce sont elles qui demandent qu'on maîtrise l'immigration, ce sont elles qui veulent... On parle de classe moyenne, qui veulent retrouver des repères familiers dans leur pays. Une classe moyenne, comment se définit une classe moyenne? Elle se définit moins par un niveau de salaire que parce qu'elle est en réalité la classe référentielle dans une démocratie. Sur beaucoup de sujets, y compris sur l'économie, vous êtes très proche de Marion Maréchal. Non mais... c'est toujours la même chose. Vous trouverez plein de proximités. Vous trouverez aussi des proximités sur des points, sur les retraites. Vous n'avez cessé de me dire tout à l'heure que j'étais la béquille de M. Macron ou presque. Non. Bah, écoutez, moi, j'essaie. Comment dirais-je? Je suis dans l'opposition et là où je suis, j'essaie de servir de mon mieux la France et les Français. On a entendu ce que vous dites, mais la droite, c'est aussi un chef. Hein, c'est un parti quand même bonapartiste. La grande question, parce que là, vous nous parlez évidemment du fait qu'il faut être attaché à la rigueur budgétaire, des questions civilisationnelles, du pouvoir d'achat. Tout ça paraît assez finalement évident, mais derrière qui? Je ne vous parle pas seulement de l'élection, mais qui est aujourd'hui capable de porter ça? Ça sera la grande question. Si je pouvais avoir la réponse aujourd'hui, je vous la donnerais. Personne ne s'impose. Je vous la donnerai. Non, simplement, je dis ce que j'ai redit depuis des mois, c'est que viendra ce moment de l'élection présidentielle qui devra être après les européennes. J'implore vraiment, et je pense que Éric Ciotti commence à s'imposer, et je pense qu'il a commencé un bon travail, mais il faut impérativement faire un travail de refondation idéologique. Est-ce que Laurent Wauquiez devrait parler? On ne l'a pas du tout vu. Enfin, peut-être que vous n'avez pas envie de le voir là pendant la séquence des retraites, mais on ne l'a pas du tout entendu. J'ai échangé avec Laurent Wauquiez pendant cette période-là, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que avant ce tout à l'ego, comme je le dis souvent, avant cette personnalisation, de grâce, accordons du temps
pour renouveler nos idées. Si on ne le fait pas, on est mort. Je pense, moi, que ce qui porte la politique, ce sont les idées. Et malheureusement, autant la gauche a eu l'habitude de vivre dans le ciel des idées, autant la droite s'en est souvent détournée. Si on ne fait pas ce travail pour s'adapter à un monde totalement nouveau. Jamais il y a eu, je parlais des chocs climatiques, du choc démographique, on aurait pu parler aussi de la géopolitique, de cette mondialisation qui est en train de se fragmenter autour de blocs idéologiques. Là, vous nous parlez de l'année zéro de la droite, si vous devez réfléchir à tous ces sujets. C'est ce que j'avais proposé, c'est l'année zéro. On tourne la page. Quand je parlais de vérité, je pense qu'il faut qu'on fasse la vérité sur nos échecs et la vérité sur ce qui va advenir. Mais je pense que la France est en train de chuter. Et croyez-moi, dans les prochaines années, s'il n'y a pas un ressort très très vigoureux, notre pays va s'effacer de l'histoire. Et on aura des drames. Et c'est les plus modestes qui les subiront avant tout. Moi, je suis habité par cette forme d'angoisse et je crois qu'elle nous commande d'être courageux. Mais est-ce que le débat sur l'immigration qui vient, qui est le prochain grand débat du quinquennat, est-ce que dans ce débat, c'est l'occasion pour la droite de clarifier véritablement ses positions ? Totalement, totalement. C'est pour moi quelque chose de décisif parce que quand je vous parlais tout à l'heure des questions existentielles qui taraudent d'abord les Français du bas parce que c'est pas eux qui peuvent mettre leurs enfants par exemple dans des écoles privées qui coûtent très très cher, l'école alsacienne et d'autres, c'est pas eux qui peuvent habiter les beaux quartiers. Là, on va avoir un rendez-vous avec la vérité et franchement, le Sénat, sur ce texte-là, j'en profite puisque vous avez souligné la présence de François-Noël Buffet, c'est sa commission, la commission des lois, qui va commencer à étudier le texte dès mercredi. On ne pourra pas transiger. Je pense que sur ce texte-là, il est minuit moins 5. Y aurait-il à transiger ? Est-ce qu'il ne serait pas, puisque vous vantez la cohérence depuis le début de cette émission, Bruno Retailleau, est-ce qu'il ne serait pas cohérent justement de porter et d'aller avec l'exécutif, parce qu'on voit que les propositions rejoignent ce qu'a toujours dit la droite sénatoriale, peu ou prou. Le texte, il sort du rapport de monsieur Buffet. Mais bien sûr que si. Une petite partie. Oui, une petite partie. Mais vous ne réglerez pas. Croyez-moi, vous ne réglerez pas. Le rapport de François-Noël Buffet, c'était sur les procédures. Si vous pensez un seul instant réduire l'immigration sur des questions de procédure, vous vous contrez complètement. En 2018, vous auriez pu, Sonia Mabrouk, me poser la même question. Gérard Collomb posait une loi sur la table et il nous disait, mais il faut la voter, vous doublez les délais de rétention. Mais en même temps, bien sûr, il élargissait les conditions du regroupement pour les mineurs non accompagnés. C'est la même chose, là, ce texte. Il y a des bonnes choses, notamment tirées du rapport sénatorial. Mais en même temps, vous avez 2 articles qui sont des appels d'air incroyables. Est-ce que vous ne faites pas de la politique politicienne là pour vous montrer que vous êtes dans l'opposition au gouvernement par rapport aux retraites? Vous avez besoin de dire non, nous allons tenir bon. Sonia Mabrouk, il est minuit moins 5. Jamais il y a eu autant de Français qui ont trouvé qu'il y avait trop d'immigration en France. Jamais. 70%. Il est minuit moins 5 avant quoi? Minuit moins 5 avant une insurrection dans les urnes. On a grandeur nature en Europe, dans 2 pays scandinaves qui sont voisins, 2 politiques très différentes, la Suède et le Danemark. La Suède s'est proclamée en 2015 hyperpuissance humanitaire. Il voulait ouvrir les portes à tous les vents. Résultat, l'extrême droite, là-bas, est aux portes du pouvoir. À côté, le Danemark, des sociodémocrates qui prennent conscience qu'ils veulent préserver d'abord leur modèle social. Et pour préserver leur modèle social, exigeant, un peu comme nous, généreux, il faut choisir. C'est ou l'ouverture des frontières ou le modèle social. Et ce sont des sociodémocrates qui disent non, nous, il faut fermer les frontières. Et l'extrême droite, là-bas, 2015, fait 21%. Aux élections de la fin de l'année dernière, fait 3%. Est-ce qu'on veut être la Suède? Est-ce qu'on veut être le Danemark? Qu'est-ce que vous dites au gouvernement et en l'occurrence, je leur dis, au ministre de l'Intérieur, le M. Sénat. Darmanin? En tout cas, mon groupe, très clairement, mon groupe ne votera pas un texte où il y aurait de nouveaux appels d'air. Par exemple, l'article 3 ou l'article 4. L'article 3, c'est, vous avez sur les métiers en tension, une nouvelle carte de séjour. Vous avez, parce que beaucoup de Français disent « Ah oui, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter ». Je voudrais remettre les chiffres en place. D'abord, on va conclure. 500 000 immigrés qui émargent à Pôle emploi. 3 millions de Français au chômage, catégorie A. 3 millions de jeunes sans emploi, sans formation, sans stage. Des millions et des millions déjà en France. Et il faudrait importer plus de main-d'œuvre, déraciner. C'est non, ou alors c'est attention, si vous faites évoluer. C'est non, s'il n'y a pas. Pareil pour l'article 4 qui concerne le droit d'asile. Si le droit d'asile, vous leur dites,
c'est pas grave. Si vous manquez votre statut de réfugié, vous pourrez vous rattraper sur un autre guichet qui sera le guichet travail, etc., etc. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Il va y avoir des moments assez tendus sur ce texte à venir. Tendu, non, mais de détermination et de fermeté. Ce que je veux dire, c'est que on va avoir plus de 20 lois sur l'immigration. Aucune n'a réglé le problème. Et l'an dernier, la France a explosé tous les records. Tous les records, malheureusement. Quand je dis c'est minimum 5, sinon les Français nous chasseront et par une insurrection électorale, et ils auront raison. La classe politique aurait été impuissante à maîtriser ce qui constitue là encore un bouleversement profond de notre société, l'immigration massive. Je salue mes camarades Mathieu Bock-Côté et Stéphane Dupont. Merci encore. Rendez-vous évidemment dimanche prochain et bon dimanche à vous sur nos antennes communes Europe 1 et CNews.